Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je viens vous parler du tome 3 d'Inheritance Games de Jennifer Lee Burns, édité évidemment chez Pocket Jeunesse. Dans ce tome-ci, on est plusieurs mois après les événements du tome 2, je suis perdue. Une jeune femme débarque à la maison aux Sornes, personnage qui a été juste mentionné à la fin du tome 2, qui apparaît et qui a besoin de l'aide d'Avery et des frères Rawson. Sauf que cette fille, physiquement parlant, rappelle un personnage enfin une fille que les frères Rawson, dont notamment Grayson et Jason, c'est très proche. Sauf que de fil en aiguille, en fait, c'est tout simplement pour retrouver une personne. Et ce qui est davantage étrange avec l'arrivée de cette fille, c'est qu'elle apparaît quelque temps à peine avant qu'Avery puisse bénéficier pleinement de l'héritage de Tobias Rawson. Parce que dans le tome 1, pour ceux qui l'auraient oublié, Avery doit vivre 1 an au sein de la maison Rawson pour pouvoir bénéficier pleinement de cet héritage. Et là, cette fille, elle apparaît bizarrement pile quelques temps avant ce premier anniversaire. Est-ce qu'il y a un lien ou pas du tout? De fil en aiguille, d'énigme en énigme, de jeu en jeu, on va découvrir en fait plein de secrets qui ressurgissent des fois quelques décennies plus tard. J'ai lu ce livre quasiment dans la continuité du tome 2, c'est-à-dire quasiment aussitôt, parce que je voulais à tout prix, comment dire, continuer à suivre les aventures d'Avery et des frères Rawson. On tourne ces vidéos, on est le 8 juin par contre, pardon, et comment dire, ça c'est le tome 4, d'accord, c'est Inheritance Games, et ils ont tué quasiment à la fin. Donc sachez que vous allez bientôt avoir la connaissance de cette pépite là aussi. Mais pour l'instant, on va plus s'attarder sur le tome 3. Donc comme je vous disais, dans ce tome-ci, on n'a pas donc quelques mois après le tome 2, et une jeune femme arrive, et cette fille-là, alors je sais pas d'où ça vient. Je disais dans le tome précédent que l'auteur nous conditionne à ceci, cela. Et je crois qu'elle nous a conditionné, enfin moi, m'a conditionné à détester cette garce. Je le dis franchement, j'ai pas de vergogne envers cette fille. Je dirais pas son nom parce que voilà, faut voir le tome 2. Je l'ai détestée dès le début. Elle apparaît comme ça. Elle commence à abuser de la fragilité d'un des frangins. Je vous dirai pas lequel. Et là, je me dis, toi, je te déteste. Je sens que tu fais ça uniquement pour avoir l'héritage d'Avery. J'ai dit, mais j'ai eu des poussées de colère par moment avec elle. Mais sachez-le, je sais pas si c'est le fait que je suis une femme ou quoi, ou pas du tout. Alors, pour ça, la chose, c'est que cette fille-là, je l'ai détestée. Et je crois que j'ai bien fait parce que on découvre tout, en fait, le pourquoi du comment de sa présence. Alors, son taux de complicité, ouais, il est assez élevé. Mais je sais pas si c'est le fait que je suis une femme ou quoi, mais mon intention était la bonne. Ne vous fiez pas à ce genre de personnes, je crois. C'est les personnes les plus toxiques du monde. Et je devrais en effet, je pense, suivre mon instinct plus souvent. Et vrai, je trouve qu'elle a bien évolué au fur et à mesure du temps, en continuant les frères, etc. Les frangins, les familles ensemble. Parce que, et vrai, c'est une fille très intelligente, on le sait depuis le premier tome. Mais c'est vrai que les frères ont. Tu sois toi. Les frères ont déteint un peu sur elle, dans le sens où, je dirais pas dans chaque truc, elle va avoir un jeu, elle va avoir des énigmes et tout. Mais les frères l'ont un peu conditionné à ça, les 4 frangins. Surtout Grayson et Jason, pour le coup, pour lequel elle est vraiment très très proche. Et donc c'est ce qui fait qu'elle va commencer à avoir beaucoup de possibilités dans dans les énigmes, etc. Elle va vraiment pouvoir prévoir les coups au point où, comment dire, vers la fin, elle va monter tout un plan justement pour un truc d'une grande ampleur, on se comprend, il faut avoir lu le tome, le livre en question, mais à la fin, elle a manigancé un coup et elle va suivre les conseils de Tobias Rawson, notamment, enfin, même s'il est mort, hein, Tobias Rawson, le compère, sûrement, parce que c'est grâce à lui que Avery est là, hein, notamment grâce à son testament. Les frères lui ont souvent dit un conseil que leur grand-père leur a dit, qui est de faire d'une pierre 10 coups. Ouais, on dit genre une pierre 2 coups, mais là c'est une pierre 10 coups. Donc prévoir les choses 10 coups à l'avance. Et là, va très bien, je pense, elle a très bien su le mettre. Je suis désolée. Antoinette me saute dessus. Je vais juste récupérer ça. Je peux.
Non, apparemment non. Les masques finissent par tomber. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé dans le tome 1, depuis le tome 1, c'est une de conséquences. C'est-à-dire de certaines choses. Dans le tome 1, c'est Ivry qui hérite de la... Enfin, j'ai la quasi-totalité. Parce que ses petits-fils auront quelques centaines de milliers de dollars en héritage. Ses filles, pareil. Moins que ses petits-fils, évidemment. En fait, en gros, toute la famille était déshéritée. Et c'est Ivry qui va tout ramasser. Et là, dans ce tome-ci, on comprend pourquoi tout ça. Tout ce déshéritage. Et là, même les frères se disent, mais qu'est-ce qu'on sait vraiment du vieux? Il l'appelle pas grand-père, il l'appelle le vieux. C'est là qu'on se dit, mais en fait, c'est quoi tout ça? C'est quoi toute cette masquinerie? Et ça qui était vraiment dur, je pense, à lire, c'est ce truc de dire, bah en fait, tout ce que. C'est ce que je disais dans le tome précédent, on a été enfin. Manipulé pour croire en certaines choses, et en fait, c'est les 4 frères, donc Nash, Grayson, Jameson et Xander. Ils ont cru à beaucoup de choses. Il y a un personnage qui m'a vraiment fait mal au cœur, c'est Xander, à un passage. Pour le coup, les 4 frangins ont grandi dans l'ignorance de leur père biologique. Ils ont été élevés que par leur grand-père parce que leur mère, c'est vraiment un calme. Et donc, ils n'ont jamais connu leur père biologique. Xander découvre qui est son père, il y a ce tome. Il va à sa rencontre et Xander découvre une vérité. Ça lui est tombé, comme disait dans les BD Astérix, le ciel lui est tombé sur la tête, le pauvre, et il a eu des vérités qui, moi, sur le coup, m'ont fait mais hyper mal au cœur. J'ai eu mal pour lui. Et là, on voit que des vérités tombent. On se dit, mais comment le grand-père a pu faire ça, en fait. Et c'est ça qui fait très très mal au cœur. Là, on dit souvent, ouais, l'argent fait pas tout, mais malheureusement, dans certaines situations, ça arrange pas mal les choses aussi, quoi. Certaines choses. Notamment de tout ce qui est les conflits entre deux familles. Là, ça va beaucoup être l'enjeu. Donc, on découvre des vérités sur des liens du sang entre un personnage et un autre. Et en fait, tout ça est notamment l'émergence d'un VUL. Je vous donne pas le nom en entier parce que je suis pas pour une YouTube. Donc, il y a eu plusieurs décennies avant l'histoire en question. Un personnage qui va VIOLER, une fille, tout simplement. L'agresseur va passer l'arme à gauche. Légitime défense, pour le coup. Et surtout, il n'y a pas eu... en gros, l'agressé s'est défendu. L'agresseur est en train d'agoniser et finalement, au lieu d'appeler les urgences, l'agresseur passe l'arme à gauche. Voilà, donc en gros... aucune autorité, que ce soit les urgences ou la police, n'a été prévenue. Donc voilà, évidemment, tout le monde découvre tout ça et tu te redis à penser, tu te dis, non, mais comment c'est possible? Alors je peux comprendre ce truc de pour l'agresseur, il aurait pu éviter la justice parce que papa est très riche, il aurait pu payer les meilleurs avocats, la victime, il leur fait passer pour moins que rien. Je trouve qu'il y a encore peut-être pas forcément le cas aujourd'hui, mais ça faisait un peu ce sentiment là. Mais tous ces masques là vont tomber, tout va ressortir. Et en fait, on se rend compte que tout est renversé, tout est remis différemment. En gros, tout ce qu'on a lu depuis le tome 1, les premiers mots du tome 1, tout a été chamboulé en fait dans ce troisième tome. Je te rends compte en fait, tout ça, ouais. On se rend compte de, en fait, je crois que il y a des vérités qui sont, enfin, je pense qu'on est beaucoup d'accord, il y a des vérités qui sont bonnes à entendre, d'autres pas du tout. Là, je pense qu'il y a certaines vérités, je pense que les hauts-sorts seraient bien passés. Malheureusement, même Ivry, je pense aussi, se dire, putain, ouais, cet message que j'ai reçu, il vient de tout ça, il vient de là. Alors, elle pensait tout l'inverse, hein, je pense. Quand tout ça, d'où vient l'argent de son héritage, Ivry, on se dit, ah ouais, quand même. Et c'est surtout notamment des secrets qui peuvent détruire des familles. Et qui font que les familles sont... Comment dire, se haïssent, mais ne peuvent pas se caser, malheureusement aussi. Hein.
Et pour cette fin, c'est vrai, il y a un personnage, il est arrivé quelque chose parce qu'il fait qu'il est obligé de. Il est obligé de se révéler au monde, bah en fait, je suis bien vivant, je me suis caché, et finalement, je m'appelle pas comme ça, je m'appelle finalement comme ça. Ouais, je pense qu'on a mis une meilleure fin pour ce personnage. Je pense que les vrais comprendront. La fin, justement, donc la fin se passe justement un an après que Avery ait reçu la totalité de son héritage. Enfin, il peut amplement bénéficier. Euh, j'ai bien aimé qu'on découvre un peu ce que sont devenus les personnages après. Et finalement, j'ai bien aimé de ce que Avery va faire de son héritage. Vraiment, parce que on sent que qu'elle y a pas, enfin, elle y a réfléchi longuement. Euh, non, ouais, enfin, on sait très bien de ce que va faire Avery de son héritage quand elle devient officiellement multi-milliardaire. On le comprend. Elle vous explique pourquoi elle fait ça. Euh, et franchement, de ce qu'elle va en faire de son héritage, moi je trouve qu'elle a fait de très bons choix. Euh, de très très bons choix pour le coup. Vraiment, je pense que. Je sais pas si c'est le fait de mon côté vouloir venir en aide aux autres, mais je pense que je me suis reconnue en Évry par rapport à ça, le fait de vouloir aider les autres. Tout simplement parce que. Ouais, elle va en faire quelque chose de bien de son héritage. Je pense que c'est bien. Je trouve ça qui. Bah, c'est un peu le reflet de notre société actuelle, c'est que les grandes puissances, enfin, les milliardaires, les millionnaires, milliardaires, euh, ouais, je pense qu'il y en a beaucoup qui préfèrent utiliser l'argent pour se faire plaisir et pas forcément pour les bonnes causes, les causes justes, on fait ce que vous voulez. Je trouve que c'est encore un peu le cas aujourd'hui et c'est un peu ce reflet-là, je pense, la finalité du tome 3. C'est vraiment l'interprétation de dire que oui, Avery elle est jeune, elle a 18 ans, bref, elle a encore la pensée de la jeunesse. Mais moi je pense que pour le coup, elle a bien été entourée. Et ça c'est la pensée d'une jeune, mais finalement qui a vraiment pris conscience de plein de choses. Vraiment. Elle qui était fauchée au début du premier tome, là elle est multimilliardaire plutôt. Et elle a encore su garder la tête sur les épaules quand même. Voilà, moi je trouve qu'il y a une belle finalité au tome 3. Faites-en ce que vous voulez. Et ouais, c'est toute la finalité aussi du titre en anglais. Comme j'ai dit dans le tome 2, nous, c'est seulement traduit Nitans Game et vous avez les chiffres derrière. Le tome 3 s'appelle The Final Combat, donc le jeu final. Et je trouve que là, pour le coup, c'est pile poil la vérité du titre en fait. Vraiment le jeu final et c'est totalement ça. Ma chronique sur le tome 3 d'Inheritance Games de Jennifer Lee Barnes édité chez Pocket Jeunesse est terminée. J'espère que vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Mais sachez que c'est devenu ma série, vraiment une de mes séries coup de cœur. Et que j'ai vraiment hâte. Que j'ai pas de terminer pour le coup parce que le tome 4 je l'ai quasiment fini et j'ai pas envie de le terminer. Mais en tout cas j'ai beaucoup aimé. Je crois que c'est vraiment une série chouchou. Vraiment coup de cœur où je me voirais pas les enlever de mes bibliothèques. Personnellement parce que je pense me les procurer en audio. Et de temps en temps je pendant les vacances scolaires. Le soir, ça ne me dérangerait pas de les réécouter juste parce que c'est vraiment une sublime série. Et sur ça, je vous dis donc à la prochaine.